Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle séquence dans laquelle nous allons nous intéresser à la phase d'esquissage en vue de construire justement une carte à jouer sur laquelle il y aura bien entendu un dessin. Dans un premier temps, nous verrons dans ce chapitre quelques fous de dessin, à savoir Kim Jung-ji, qui travaille pour une agence qui s'appelle Super Annie, qui est constituée de dessinateurs de renom. Dans un second temps, nous verrons comment justement travailler notre dessin avant de poser le crayon, choisir quelques données esthétiques, puis ensuite nous verrons comment construire des formes primitives, ce qui est un exercice fondamental pour le dessin. Nous verrons comment schématiser des objets, des corps. Puis enfin, dans un dernier temps, nous nous intéresserons au gabarit, à l'espace littéral et à l'espace suggéré de notre représentation. A tout de suite. Alors bien entendu, il existe des dessinateurs qui peuvent se passer au bout d'un certain temps de structure pour leur dessin. Alors c'est le cas de Kim Jung-ji qui travaille justement pour l'agence Super Annie, pardon. Et ce sont des dessinateurs de renom. Et par contre, ce qu'on ne voit pas derrière, c'est les années d'expérience qu'il y a et d'enseignement aussi du dessin. Il faut savoir que cet artiste donne des masterclass dans des grandes écoles, notamment il a donné une masterclass au Royal School of Art, je crois bien, et au Gobelin récemment. Peu importe, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, s'il ne construit plus vraiment la structure sur le papier, c'est parce qu'il l'a principalement dans la tête, hein, il n'a plus vraiment besoin de la construire. Puis aussi parce que le dessin, ce n'est pas qu'une question de structure, c'est aussi une question de mémoire. Il y a le fait que plus on dessine des objets, des formes, plus on se souvient comment on les dessine. C'est le cas de l'écriture, hein. Par exemple, on n'a plus besoin de créer une structure pour dessiner un K ou un J, ou même des lettres un petit peu plus complexes, avec les majuscules ou ce genre de choses. Mais par contre, justement, on va avoir cette capacité à retenir la forme assez intuitivement, assez rapidement, et même à écrire très très vite, hein. Si on réfléchit à la rapidité qu'on a à écrire, on peut faire une analogie avec ce dessinateur qui n'a plus vraiment besoin de créer des structures lui aussi. Alors, on va, nous, par contre, comme nous débutons avec ce cours, et que vous êtes des débutants pour certains d'entre vous dans le domaine du dessin, on va s'intéresser justement à la construction de structures. Et on va voir qu'en fait, quel que soit l'objet qu'on dessine, on va passer par une schématisation, par des formes primitives, avant de rendre les effets sympas d'ombre et les détails, la précision des éléments qui seront sur ce dessin. Concernant les choix esthétiques, la première question qu'il faudra vous poser, c'est quelle posture je vais donner à mon objet, à mon personnage. Ce choix doit toujours pouvoir se justifier. Est-ce que l'objet il est en perspective? Est-ce qu'il est vu à plat? Est-ce qu'il est vu de haut? Quels sont les angles? Est-ce qu'ils sont dynamiques ou est-ce qu'ils sont plutôt centrés lorsque je vais dessiner ce personnage? C'est un peu comme au cinéma, bien sûr. Ensuite, il y a le choix du style de tracé. Est-ce que je vais utiliser des cernes épais? Alors, ça sera utile, par exemple, si je dessine quelque chose qui sera vu en tout petit, hein, pour que je puisse quand même voir certains détails. Est-ce qu'il y aura des variations de contours, des variations de graisse? Est-ce que le dessin sera sans contour? Ça aussi, c'est très important quand vous allez commencer à dessiner. Avant de poser le crayon, il faut vous poser ces questions. Ensuite, il y a le type de forme relative au public visé. Si vous faites des formes arrondies,
Cela confère un aspect kawaii un petit peu, enfantin, mignon, inoffensif à l'objet ou au personnage que vous créez. Si vous faites au contraire des formes qui sont plus anguleuses, qui sont peut-être aussi plus précises, cela renvoie à une atmosphère plus mature, plus virile parfois, ou plus adulte. Ensuite, vous allez avoir d'autres choix esthétiques, bien entendu, la couleur, les textures et la- les choix de sujets, hein, savoir est-ce qu'on dessine des enfants, des adultes, des objets, ce genre de choses. Donc pour cette première étape, je vais utiliser une tablette pour vous montrer, ça sera plus simple pour moi parce que j'avais pas de caméra pour faire une prise de vue sur papier. Et on va commencer à travailler ce qu'on appelle des formes primitives. Alors les formes primitives, ce sont des objets très simples, ça peut être des cylindres, ça peut être des cubes et des sphères bien entendu, et ça va être la base de tout le dessin. Donc petit exercice pratique, apprenez à dessiner ces éléments de manière assez rapide. Vous voyez que je ne vais pas trop dans le détail, hein, je ne suis pas obligé d'utiliser une règle, etc. Puisque bon, après, si vous commencez à utiliser des règles pour dessiner des corps humains, vous n'avez pas fini, par exemple. On va plutôt essayer de lancer le trait et d'obtenir des formes les plus justes possibles. Alors, vous voyez que des fois, moi aussi, hein, je me trompe un peu ou je reprends ma forme un peu différemment. Là, je fais un pavé et je vais essayer justement d'utiliser ce qu'on appelle la perspective conique, ça sort pas de nulle part, hein, c'est ces règles de dessin, pour créer des formes à peu près viables pour générer une illusion de relief dans mon dessin. Donc vous voyez que par exemple quand je fais une sphère, je vais travailler avec des filets encore une fois pour savoir un petit peu où se situe le relief, où se situe justement la profondeur de mon tracé. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'être très appliqué sur ce genre de forme puisque, comme on l'a dit, ce sont des formes primitives. Elles sont vouées à disparaître. Donc c'est pas la peine d'être super méticuleux. Ce qui compte, c'est d'avoir un petit peu quand même une vision dans l'espace et de vous exercer à les faire en raccourci. C'est-à-dire, le raccourci, c'est une règle en dessin. euh, c'est une appellation plutôt pour désigner quand un objet se veut plus proche de nous, hein, comme quand par exemple vous avez une main qui vient vers vous quand vous regardez un dessin. C'est ce qu'on appelle un raccourci. Donc lorsque vous faites un dessin, vous pouvez par exemple travailler avec Pinterest. Moi, je vais faire beaucoup de recherches sur Pinterest pour trouver des mains, des visages et des positions de corps. Alors il suffit de taper posture par exemple et ça marche très bien. Sinon, vous mettez modèle dessin et aussi vous trouverez énormément d'éléments. Au-delà de Pinterest, vous avez simplement les livres, hein, qui sont toujours des bons supports. Alors moi, j'ai des livres spécialisés pour l'anatomie du dessin, donc vous voyez que c'est très très fourni. Vous avez de magnifiques dessins avec des explications très ludiques, avec des calques. Et puis bon, bah, au bout d'un moment, pour le dessin, il faut être très précis sur par exemple le nombre des vertèbres, la position de certains muscles, bien sûr, vous vous en doutez. Mais ça, c'est pas forcément pour tout de suite pour vous. Aussi, vous avez YouTube qui est un excellent support, hein, bien sûr, pour apprendre le dessin. Alors, encore une fois, c'est un des dessinateurs de l'agence Super Annie qui se veut très ludique, hein, dans son travail de dessin. Comme je vous l'ai dit, elle parcourt le monde et elle donne des conférences. Alors, à mon avis, ils les vendent assez cher, hein, puisque c'est des conférences assez développées. Mais justement, vous les avez gratuitement en ligne. Pourquoi vous priver? Alors vous allez voir par exemple qu'il utilise des règles de proportion qui sont assez efficaces pour ne pas trop se tromper sur la forme d'un visage ou la taille d'un membre par rapport au reste du corps.
Vous avez aussi la possibilité, vous allez le voir, de créer des quadrillages euh, qui vont vous permettre de symboliser cette 3D. Alors moi, c'est quelque chose que je fais énormément quand je dessine. Ça me permet de savoir si la forme est bonne. Alors voilà, vous voyez un petit peu les quadrillages comme ce qu'on peut retrouver en 3D, hein. De toute façon, c'est exactement des filets, hein, qu'on va créer dans les éléments de 3D. Et c'est des choses que je vais aussi faire moi pour savoir où placer les ombres et si ma forme est juste. Alors là, je vais créer un nouveau fichier dans lequel justement je vais commencer la construction d'un corps. Et vous voyez que avant de rentrer dans les détails, je vais configurer la posture. Jamais on ne fait un dessin, en tout cas une création originale, hein, c'est-à-dire c'est sûr que si je pars d'après une photo, ben c'est pas pareil. Mais là, si je veux inventer une posture, inventer une façon d'être sur mon dessin, ouais, une posture tout simplement, eh ben, je vais utiliser des squelettages qu'on va aussi considérer, alors là c'est plus tellement des formes primitives, mais comme une schématisation du corps. Donc je vais d'abord tracer par exemple la tête, vous voyez que j'ai fait une croix, puis après pour les épaules je fais des cercles parce que comme ça me permet de bien les situer. Souvent vous allez quand vous débutez en dessin un petit peu oublier de donner ces formes aux épaules et aux hanches, etc. Vous voyez aussi que j'ai brièvement tracé un axe pour la colonne vertébrale et que je vais faire le corps en deux parties, la cage thoracique en haut et en bas je vais faire le bassin avec un peu plus tard le pelvis. Donc vous voyez qu'à chaque fois je crée des croix au centre de ces formes qui sont schématisées afin de situer un petit peu la perspective et l'inclinaison des éléments dans mon dessin. Donc là, je passe ensuite aux jambes. Vous voyez que je construis mon dessin au fur et à mesure. Alors je commence souvent par la tête. Pourquoi? Parce que ça me donne l'axe de la colonne vertébrale. Une fois que j'ai l'axe de la colonne vertébrale, je peux créer la cage thoracique, puis ensuite le bassin, puis le pelvis. Et c'est seulement une fois qu'on a le pelvis qu'il est plus simple en tout cas de placer les jambes. Hein, enfin les cuisses dans un premier temps. Encore une fois, on construit le dessin au fur et à mesure. Alors, des dessinateurs spécialisés peuvent commencer par une main, peuvent commencer par exemple un pied, mais c'est souvent parce que ils ont envie que ce pied ou cette main ait une importance considérable dans le dessin, et donc souvent quand elles sont en raccourci, hein, comme par exemple la main se trouve vraiment au premier plan par rapport à tout le reste du corps et qu'elle a par exemple la paume ouverte et qu'elle fait un stop de la main devant nous. Donc c'est en général dans ces cas-là qu'on va commencer par dessiner les mains, mais vous allez voir si vous le faites que ça rend les choses très très difficiles pour la suite du dessin. Vaut mieux toujours commencer par la tête et la colonne vertébrale comme je l'ai fait. Donc vous voyez que à chaque fois je vais placer les genoux. Pour les genoux aussi, hein, je vais faire des cercles pour bien situer l'articulation. Il n'y a que pour les pieds où on va avoir moins tendance à dessiner tous ces détails dans un premier temps en tout cas. Et bien entendu, encore une fois, on est dans une phase de schématisation, donc on ne va pas trop aller loin dans le dessin, on va surtout essayer de placer les éléments pour voir si déjà c'est viable. Alors vous voyez que j'ai fait un trait entre les deux coudes, hein, là par exemple, c'est pour essayer de situer la longueur du coude qui était à l'arrière-plan par rapport à celui du premier plan pour qu'ils aient des proportions un petit peu semblables. Vous voyez aussi que le bras et l'avant-bras sont à peu près de même proportion si on compte la main avec l'avant-bras. Ça c'est très important quand vous pliez le bras, ainsi que quand vous le dépliez, il ne faut pas qu'il dépasse trop les hanches, hein. D'ailleurs, je crois que mes bras ici seraient un petit peu trop longs. Il faudrait que je les revoie éventuellement.
Lorsque je dessine, je vais toujours, surtout quand je vais travailler pour du print, essayer de considérer le futur support, à savoir ce qu'on va appeler l'espace littéral. Alors, quelle est la différence entre un espace littéral et un espace suggéré? Par exemple, dans une carte à jouer, l'espace littéral, c'est l'intégralité de l'espace de la carte. L'espace suggéré, ça va être simplement l'espace qui a été dessiné sur cette carte. Donc, par exemple, quand je prends un tableau qui a un cadre, l'espace littéral du tableau comprend le cadre. D'accord? Même les dorures, etc., qui sont autour du tableau, comme celui, par exemple, je sais pas, qu'on connaît tous, de La Liberté guidant le peuple, ou du radeau de la Méduse, ou de Mona Lisa, si vous préférez. Mais lorsque vous allez faire un dessin, justement, il va falloir prendre en compte cet espace littéral, notamment dans une carte où il va y avoir des informations qui vont être capitales, à savoir, par exemple, des chiffres, des symboles, etc., pour pouvoir inclure la posture du personnage. Et effectivement, là, par exemple, je suis sur un format rectangulaire, donc mon personnage aura probablement une posture plutôt verticale, forcément. Si j'étais sur un format qui était plus horizontal, il faudrait que aussi je prenne en compte ce format. Et si j'étais sur un format circulaire comme un jeton, ça serait idem. Donc là, je vais vous montrer une vidéo. C'est une vidéo d'un dessin que j'ai un peu plus peaufiné. Donc j'ai commencé par faire une petite esquisse. Puis après, vous voyez que j'ai travaillé une autre esquisse sur un espace littéral. Vous voyez que je ne me limite pas qu'à un seul dessin, je vais en faire plusieurs, hein. Je cherche souvent et je vais essayer d'adapter la forme au cadre qui m'est donné. Je vais même aussi proposer des typographies, ça c'est intéressant. Vous voyez que si vous faites un dessin à la main, c'est pas mal aussi de dessiner les typographies.